comme, en tant que tel, en cabinet indépendant et en école spécialisée en Suisse romande. On vient de Suisse romande toutes les deux, si ça ne s'entend pas. Et puis maintenant, ça fait 12 ans que je travaille plusieurs années que je travaille dans la formation des adultes, mais maintenant je suis comme professeur associé à l'unité de pédagogie spécialisée de la Haute École pédagogique du canton de Vaud. Donc je travaille essentiellement dans la formation des enseignants spécialisés vaudois. Et puis, je travaille beaucoup sur ces questions de difficultés d'apprentissage en mathématiques. C'est là-dessus que j'avais fait ma thèse en logopédie. Et puis, je travaille aussi beaucoup, de manière générale, sur les difficultés aussi en lecture pour des élèves qui ont des difficultés importantes, notamment déficience intellectuelle et besoins complexes en communication. Et puis, je m'intéresse beaucoup aux pratiques efficaces avec tout ce que ça renferme de positif et de questionnement. Alors moi, c'est Noémie Lacombe. Je travaille à l'Université de Fribourg, dans la pédagogie spécialisée, aussi au département de pédagogie spécialisée. Moi, je suis enseignante primaire à la base. J'ai travaillé dans les classes. Et puis après, j'ai fait l'enseignement spécialisé. J'ai aussi accompagné des élèves en difficulté. Et puis, j'ai fait ma thèse sur les mathématiques, en particulier les domaines spatial. Comment l'enseigner, comment voir les compétences chez les élèves qui ont une déficience intellectuelle. Très bien. Et puis, on va donc vous parler de prévention des difficultés, voire troubles du nombre et du calcul à travers ce modèle de réponse à l'intervention. L'objectif de cette présentation, c'est essentiellement de vous rapporter des données qu'on a sur des expériences qu'on a menées récemment en Suisse romande sur ce modèle de réponse à l'intervention et plus particulièrement sur le palier 2 du modèle de réponse à l'intervention. C'est incomplet, mais c'est un début. Et puis, on va vous montrer une étude, d'abord qu'on appelle plutôt étude de faisabilité. Vous verrez, c'est pas si mal pour une étude de faisabilité, mais ça avait pas mal de limites méthodologiques. Et puis ensuite, on a fait une plus grosse étude, une étude contrôlée randomisée avec groupe expérimental, groupe contrôle, et avec plus de contrôle méthodologique, et précédée d'une étude pilote pour le programme mathématique que Noémie a pris en charge et qu'elle va vous présenter. Et puis juste préciser que tous ces projets, ils ont été menés conjointement dans le domaine des mathématiques et ou du langage oral, langage écrit. Mais ici, on se concentre sur les volets mathématiques. Donc, c'est vraiment uniquement les données en maths qu'on vous présente. Mais ça a l'intérêt, vous verrez ce modèle de réponse à l'intervention que je vais brièvement présenter. Il pose quand même aussi la question du nombre de domaines d'apprentissage sur lesquels on peut mettre un tel accent. Et du coup, là, c'est l'air de rien, parmi les rares études qui ont porté sur 2 domaines à la fois, 2 domaines importants. On va essayer de passer assez vite sur les 2 premières études parce qu'elles sont plus, voilà, je crois que la dernière est plus costaude, quoi. Et on aimerait vous montrer un petit peu comment on a conçu le programme qui, vous verrez, s'est avéré fructueux. Donc ce modèle de réponse à l'intervention, on s'y intéresse en général beaucoup en logopédie, en orthophonie. On tombe dessus par la force des choses à travers les critères de diagnostic du DSM-5 et non pas de la CIM-11. Mais c'est en gros, dans les critères de diagnostic, on a des difficultés importantes, etc., et qui ont persisté au moins 6 mois au-delà d'interventions pédagogiques ayant ciblé ces difficultés. Et puis, en gros, il s'est beaucoup élargi depuis, mais ce modèle de réponse à l'intervention, en gros, c'est ce modèle en triangle là, qui dit que si les caractéristiques principales, c'est de faire recours à des pratiques pédagogiques dont l'efficacité a été montrée par des données scientifiques, par la recherche, donc des données probantes, evidence-based practice et tout ça, aux différents paliers. L'autre caractéristique principale, c'est de s'intéresser, de mesurer régulièrement, de manière formative, les progrès des élèves pour ne pas perdre trop de temps et ça. Et puis, la troisième caractéristique, c'est cette augmentation progressive du soutien à apporter aux élèves, selon, comme le nom du modèle l'indique, selon la réponse de l'enfant à l'intervention dispensée, la réponse à l'enseignement pour commencer, et puis la réponse au soutien pédagogique ou au soutien thérapeutique ensuite supplémentaire. Et donc c'est ce modèle qui dit en gros avec ces 3 paliers là qui sont assez connus que si on fait ça, si on recourt à des pédagogiques dont l'efficacité a été démontrée par des données scientifiques et qu'on s'intéresse régulièrement au progrès des élèves et tout ça, eh bien, en général, dans l'enseignement collectif, le palier 1, l'enseignement dans la classe, ça suffit en général à ce qu'environ, en moyenne, 80% des élèves atteignent les cibles d'apprentissage.
Et 80%, c'est des pourcentages théoriques, hein, ça veut dire ça va être 95% dans certains quartiers et puis 70% dans d'autres, voire en dessous. Et puis on sait que même quand on fait tout bien, même quand on recourt à des pratiques pédagogiques efficaces, il y a beaucoup d'enfants, environ 20% d'enfants en moyenne de nouveau, qui ont premièrement besoin simplement déjà de soutien pédagogique dit simple, hein, du soutien pédagogique qui n'est pas à ce moment-là prodigué par des enseignants spécialisés ni des logopédistes, et puis que ce soutien pédagogique en petits groupes intensifs, plusieurs fois par semaine pendant une période assez courte, hein, donc des interventions vraiment que ça a assez ciblé, eh bien, ce soutien, il suffit à environ 3/4 de ces 20%, hein, donc environ 15% des enfants, de faire les progrès attendus, des progrès suffisants, et puis ça laisserait environ 5% d'enfants qui auraient encore besoin de soutien plus intensif et cette fois plus individualisé, soit un soutien individuel, soit jusqu'à 3 élèves, 3 enfants maximum, et puis là, on est vraiment dans des besoins plus particuliers. Et en gros, à la base, ce modèle, donc, il est né aux États-Unis au début des années 2000, et puis il est vraiment né dans le contexte d'une meilleure identification de la dyslexie à l'époque, un peu comme dans tous les pays développés entre guillemets. On a le constat qu'on a un pourcentage d'enfants diagnostiqués avec un trouble d'apprentissage qui augmente, et puis l'idée c'était de se dire avant de poser des diagnostics de troubles intrinsèques, veillons à ce que les enfants aient déjà eu un enseignement suffisamment intensif, suffisamment rigoureux, suffisamment aussi en petits groupes, suffisamment soutenu avant de parler de troubles d'apprentissage intrinsèques à l'élève. Mais en gros, il s'est beaucoup élargi ce modèle depuis, donc vraiment depuis sa fonction diagnostique plutôt dans le domaine de la lecture. Maintenant, c'est vraiment un modèle qui est implémenté, alors beaucoup en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, mais dans beaucoup d'autres pays anglophones. Et puis on a beaucoup d'initiatives maintenant en Europe qui ont été alors tentées plutôt dans des expériences scientifiques, pas encore à une échelle politique, mais de plus en plus c'est un modèle qui s'étend beaucoup et puis maintenant qui a une visée plus inclusive, qui est vraiment un modèle d'organisation scolaire qui vise à favoriser la réussite de tous les élèves dans beaucoup d'apprentissages, les apprentissages les plus importants, les plus prédictifs, et puis vraiment avec un accent particulier sur les élèves les plus vulnérables, hein, la prévention des difficultés, mais avec vraiment une optique plus inclusive comme ça, avec une collaboration interprofessionnelle forte entre les acteurs de l'équipe éducative. Donc maintenant, il s'est vraiment élargi. Donc la première étude, en gros, donc en Suisse romande, nous, alors on avait, pour ainsi dire, pas d'expérience en la matière. Ça faisait plusieurs années, je pense qu'on était plusieurs à s'y intéresser. Et puis je vous présenterai une recherche tout à l'heure qu'on mène en collaboration avec le professeur Tessiger, qui lui avait déjà fait des études pilotes dans des écoles, donc qui est prof en logopédie. Et puis voilà, en gros on était quelques-uns à se dire tiens, ce serait quand même assez intéressant de se pencher sur ce modèle. Et on a commencé par cette petite étude de faisabilité, je disais, justement pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Et là je passe assez vite, mais en gros on a conçu un test, alors qui est vraiment un test assez classique, c'était chez les 5-6 ans, hein, cette étude de faisabilité d'abord chez les jeunes élèves, des GSM chez vous. Et puis, en gros, on a fait un test avec un peu les mesures classiquement mesurées, hein, comptage, dénombrement, comparaison de quantité, résolution de problèmes, arithmétique, petits calculs. Et puis, donc un test dont on a pu montrer qu'il avait des bonnes qualités psychométriques. Et puis, on a mis à la disposition des enseignants un programme. Alors, ce soutien pédagogique de palier 2, là, ce soutien justement intensif, en général, en tout cas dans les expériences scientifiques nord-américaines, il se présente souvent sous la forme d'un protocole d'intervention dit clé en main, scripted lessons, ils disent. Puis c'est vraiment un programme comme ça, avec leçon 1, on fait ça, 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 leçon 2, on fait ça, ça, ça. Et vous verrez, c'est le jeu qu'on a joué. On a vraiment conçu des leçons comme ça en tenant compte des ingrédients d'efficacité pour les élèves en difficulté, et puis des apprentissages les plus prédictifs, des apprentissages ultérieurs et tout ça. Et donc là, on a mis à disposition un programme presque clé en main. Je ne rentre pas trop dans les détails, on vous présentera plus celui d'après sur lequel on a passé plus de temps. Mais en gros, voilà, on a visé des compétences particulièrement importantes, particulièrement prédictives des apprentissages mathématiques ultérieurs. Donc celles qu'on a évaluées, hein, comptage, dénombrement, arithmétique, décomposition, résolution de problèmes, comparaison de quantité, comparaison de nombre. Et puis, on a intégré vraiment ces ingrédients d'efficacité, hein, plutôt approche explicite, feedback systématique de la part des enseignants, donc modelage, pratique guidée, pratique autonome, manipulation avec cette progression du concret vers le représentationnel jusqu'à l'abstrait.
Et puis c'était un petit jeu mathématique, une espèce de, on appelait un peu notre Monopoly mathématique, un petit jeu de ferme où il fallait aider un petit fermier à effectuer quelques tâches, mais c'était surtout l'étayage et l'accompagnement de l'enseignant sur lequel on avait quand même insisté pendant une formation brève d'une après-midi, mais avec ce programme clé en main dans lequel on rappelait aux enseignants, montrez des stratégies, faites un feedback correctif ou une validation selon les réponses des enfants, etc. On a eu quand même 15 enseignants qui ont été intéressés, c'est un échantillon de convenance, des enseignants à qui on a envoyé un mail qui veut participer à cette expérience. Donc on avait quand même leurs 155 élèves pour lesquels les parents avaient donné leur accord. Et puis c'était quand même une petite étude expérimentale, on avait quand même randomisé l'assignation au groupe expérimental ou contrôle. Et puis en gros, on avait du coup 8 enseignants qui étaient dans le groupe expérimental. On les a formés à la petite intervention de mathématiques en début novembre. Ils avaient eux-mêmes passé les tests pendant le mois d'octobre. On les avait formés donc en gros aux recommandations générales pour le palier 1, puis formés à la passation des tests. Et puis ensuite, donc, le groupe expérimental a commencé les interventions de novembre à janvier, seulement 8 semaines. C'était aussi, c'est pour ça qu'on parle de faisabilité, c'était aussi pour que les enseignants du groupe contrôle puissent eux aussi après disposer des ressources qu'on avait mises à disposition, puisqu'on les avait un petit peu appâtés aussi avec ces ressources. Donc en gros en février ils ont repassé les tests les 2 groupes, et puis ensuite le groupe contrôle a été formé à l'intervention et a reçu les ressources pour le faire. Du coup d'où la durée de l'intervention qui était que de 8 semaines. Et puis alors justement cette histoire moi, ça m'intéresse quand même toujours quand on dit oui il faut faire du palier 2 en lecture par exemple typiquement au CP. Si on fait 3-4 séances de soutien pédagogique en lecture par semaine pendant 14 à 16 semaines, selon les interventions, que reste-t-il comme place pour d'autres apprentissages importants, comme le domaine socio-émotionnel et comportemental, comme le domaine mathématique, comme d'autres branches par ailleurs. Et puis là, du coup, on avait demandé aux enseignants de dire, essayez de mettre avec les élèves qu'on a identifiés à travers les tests qu'ils ont passés. Nous, on a encodé tout ça dans Excel, on a pris les élèves qui avaient un résultat en gros inférieur au percentile 30 de cet échantillon-là. On a donné le nom de ces enfants aux enseignants. On a demandé est-ce que ça correspond à ce que vous observez dans la classe. Et puis, avec ces élèves-là, essayer de mettre en place, pour ceux qui étaient en difficulté en mathématiques, 2 séances par semaine en mathématiques, puis ceux qui étaient en difficulté en littératie, 2 séances par semaine en littératie. Donc, en tout, ça faisait 4 fois 20 minutes à mettre en place pour les enseignants, ce qui n'est pas simple. Mais finalement, c'est une intensité qui est moins intensive que celle qu'on requiert d'habitude quand on fait un seul domaine à la fois, mais c'était plus réaliste et plus faisable, et en tenant compte des différents apprentissages importants. On a demandé déjà de savoir est-ce que vous arrivez à mettre ça en place. Là, c'était sans ressources supplémentaires. Puis en Suisse, les enseignants, ils ont leurs élèves de 5 ans, 4 périodes par semaine tout seuls. Donc, ils ont des demi-groupes de 9 à 10 élèves. Donc, on s'était dit, ça peut peut-être permettre de faire ces séances comme ça de soutien pendant 20 minutes. Mais voilà, c'était beaucoup leur demander. C'était assez prévisible, je pense. Mais disons qu'ils ont réussi à mettre en place 6 séances au lieu des 16 requises sur les 8 semaines en mathématiques. Puis vous voyez qu'ils en ont mis 8,5 en littératie au lieu des 16 aussi. Mais du coup, ils sont en gros à une petite moitié au total en moyenne. Il y en a une qui a tout mis en place, par exemple, d'autres moins. Et puis du coup, ça veut dire que sans ressources supplémentaires, ils ont quand même réussi à mettre en gros en place la moitié des séances telles que prévues. Puis quelle ne fut pas notre agréable surprise, je dois dire, de voir qu'on a, malgré ce peu de séances, on a eu un petit effet significatif en numératie avec seulement 6 séances en sous-groupe avec ce petit jeu et ces ingrédients d'efficacité. Le groupe expérimental a progressé statistiquement, significativement plus que les élèves, donc à risque aussi, en difficulté du groupe contrôle. Et donc ça semble laisser penser qu'il suffirait d'assez peu en fait pour combler certains écarts. Et on a aussi demandé, et ça c'est important, Noémie en parlera un peu plus tout à l'heure, on a aussi demandé aux enseignants qu'est-ce qu'ils avaient pensé de l'approche. Et en gros, les retours étaient vraiment très positifs. On les a interrogés justement sur l'utilisabilité, l'acceptabilité et l'utilité. Et puis, en gros, les résultats étaient très bons, sauf au niveau de cette faisabilité. Ils relevaient justement que faire passer ces tests eux-mêmes 2 fois dans l'année et mettre en place eux-mêmes ces séances sans ressources supplémentaires, c'était vraiment compliqué. Mais pour le reste, identifier les élèves tôt, mettre en place du soutien pédagogique tôt et de manière intensive, les ressources, les programmes mis à disposition dans les 2 domaines, ils étaient contents.
Et ensuite, donc, suite à ça, un peu conforté par cette première expérience, on a mis en place, cette fois-ci, justement, en collaboration avec l'Université de Genève, sous l'impulsion d'ailleurs de l'Université de Genève, professeur Pascal Tessiguer, cette fois, on s'est dit, là, il faut qu'on teste le truc vraiment de manière conséquente, avec une étude contrôlée, randomisée, c'est-à-dire vraiment méthodologiquement plus solide. Et là, on s'est dit, là, on est parti chez les premières primaires, hein, donc les élèves de 6 à 7 ans, et de nouveau, langage écrit pour une partie, mathématiques pour l'autre partie. L'un était le groupe contrôle de l'autre, ça dépend des écoles dans lesquelles il tombait. Et donc là, l'idée, c'était de nouveau plutôt sur le palier 2. Ça pose plein de questions sur les autres paliers et sur d'autres composantes du modèle, mais disons que c'est un début. Chez nous, en Suisse, il y a du soutien pédagogique de façon assez systématique, mais c'est plutôt, on peut dire, un peu du saupoudrage. Il y a quelques périodes par-ci, par-là. Et puis là, j'étais dernièrement dans un quartier vraiment avec beaucoup d'enfants défavorisés, allophones et tout ça. Et puis l'enseignante de soutien, elle avait 2 périodes pour les CP, CE1 en maths et en français. Donc on était quand même assez loin, alors qu'il y avait, je pense, 50% en tout cas des élèves de l'école qui avaient besoin de soutien pédagogique. Donc en gros, des fois on dit qu'il faudrait un petit peu plus de soutien pédagogique dit simple, puis surtout peut-être l'organiser un peu différemment, faire des séances courtes et dynamiques sur des apprentissages particulièrement importants, avec des objectifs vraiment posés à l'avance, et puis bien rentabiliser le temps comme ça, vraiment avec des pratiques efficaces. Et des fois, voilà, avec un petit peu plus que ce qu'on fait d'habitude, mais surtout organiser un peu différemment, on pourrait prévenir pas mal de difficultés d'apprentissage. Et c'est vraiment un peu, voilà, c'est pour ça qu'on est vraiment parti dans ce palier 2. On se disait, il y a un peu une avenue chez nous à ce niveau-là. Il y a vraiment des ressources qui pourraient être mieux utilisées, je pense, en soutien pédagogique. Et donc, voilà, il fallait commencer par développer les ressources pour mener l'expérience, donc développer les tests et les programmes d'intervention. Et puis ensuite, mesurer cette fois-ci, en bonne et due forme, si ça portait ses fruits. Et là aussi, on voulait, puisque c'était vraiment les premières expériences menées dans notre contexte à nous, puis que la littérature internationale montre des choses diverses et variées sur l'accueil des enseignants de cette démarche, là on voulait voir si ça leur parlait, si ça correspondait un petit peu à leurs valeurs et tout ça. Et puis donc on a aussi recueilli cette fois-ci à travers un questionnaire leurs avis par rapport à la démarche. Donc l'étude pilote, je passe la parole à Noémie. Donc l'étude pilote, on l'a menée dans le canton de Fribourg. Et puis on a d'abord testé le test pour voir si les items permettaient d'identifier les élèves en difficulté. Ça nous a permis de faire des modifications. Par exemple, certains items au niveau ordinal qu'on avait testé aussi, ça faisait des effets plafond. Ils arrivaient trop facilement, donc on a enlevé, on a pu adapter un petit peu. Et puis on a fait 20 premières leçons, donc clé en main, ça veut dire c'est tout écrit ce que l'enseignant dit. Bien sûr, il peut s'en éloigner s'il veut, mais il y a vraiment une trame qui est décrite et c'est ça qu'on a testé. Le test, est basé sur le plan d'études romand, donc c'est les objectifs qu'on a en Suisse romande pour le niveau CP, et puis des tests existants aussi. Donc on a testé sur 45 élèves de 3 classes, et puis il y a 15 élèves sur ces 45 qui étaient en difficulté. Vous voyez, la proportion elle est un peu plus grande. On a été justement dans une zone où les élèves étaient en difficulté, il y avait beaucoup d'élèves en difficulté pour tester cette intervention. Et vous voyez, elle a duré que 4 ou 5 semaines selon les classes, donc c'était assez court par rapport à ce qui est préconisé, mais c'était pour tester le matériel, tester l'accueil des enseignants, du matériel et du modèle, et aussi recueillir l'avis des élèves. On a fait des focus group enseignants et élèves pour voir aussi si des fois on propose beaucoup de choses aux élèves, mais est-ce qu'ils aiment ou pas, est-ce qu'ils sont contents de faire ces séances ou pas. Donc c'était important pour nous de recueillir ça aussi. Donc vous voyez les 3 classes, il y avait un groupe de 4, un groupe de 5, un groupe de 6, donc quand même des groupes avec un nombre important d'élèves à la fois. Dans la première classe, c'est les enseignantes titulaires, donc les enseignantes de la classe qui se sont organisées pour mener, elles, les interventions. Et puis dans les 2 autres classes, c'était l'enseignante spécialisée qui intervenait déjà pour certains élèves dans la classe, qui a pris les élèves pour cette étude pilote. En moyenne, ils ont travaillé entre 12 et 14 séances, de 20 à 30 minutes. Et puis, on a été assez encouragés par les résultats. Donc, vous voyez, si vous voulez, ici, la courbe de la moyenne de tous les élèves, ceux qui n'avaient pas de difficultés et puis ceux qui étaient en difficulté, qui ont, si vous voulez, au niveau statistique, au post-test, il n'y a plus de différence significative entre les élèves en difficulté et les élèves sans difficulté. Donc, ils ont, si on peut dire, au niveau statistique, rattrapé la moyenne de la classe. Ils n'ont pas progressé beaucoup plus que les autres, mais ils ont rattrapé la moyenne. Et donc ici, c'est intéressant aussi au niveau des points au test. Donc ceux qui n'ont pas suivi l'intervention, ils ont progressé en moyenne de 4 points, tandis que ceux qui ont suivi l'intervention de 25 points. Donc voilà, il y a eu des très forts
progression chez ces élèves. Et c'était assez chouette parce que vraiment, pour certains, il leur manquait... Voilà, ils n'avaient peut-être pas eu dans leur cadre familial, hein, comme on a vu ce matin. Et puis là, d'avoir de manière intensive certains apprentissages mathématiques clés, ça leur a permis de rattraper. Et il y en a pas mal qui ont pu arrêter carrément le soutien individuel qu'ils avaient suite à cette petite étude. Donc ici, on a, par des focus group, recueilli l'avis des enseignants. Donc là, on vous donne, par exemple, quelques exemples. Hein. Le fait que ça soit tout écrit, des fois, on se dit, est-ce que les enseignants, ça va les agacer? Ils se disent, ouais, moi, je suis quand même enseignant, je n'ai pas besoin qu'on me donne ça. Ben, en fait, pour certains, ça les rassurait d'avoir quelque chose de clair, puis ils prenaient après la distance qu'ils voulaient. Donc, par exemple, ici, des exemples sur le comptage, c'était joli parce qu'après, quand on a fait des activités en classe où il fallait compter, j'ai pris ces élèves donc, du petit groupe en disant comment on fait déjà. Et puis tout de suite, ils ont dit, donc là c'était pour le surcomptage en l'occurrence, donc dans les petites opérations, on garde le plus grand dans la tête et on ajoute, et ils avaient l'impression d'avoir pu montrer ça aux autres, ils étaient motivés. Et une enseignante rapportait aussi que l'élève a couru vers sa maman à la fin du groupe pour dire « Maman, je sais comment faire, on met le plus grand dans la tête ». Voilà, pour lui, ça a vraiment changé d'avoir eu ce petit groupe. Et puis une autre qui me dit c'est précieux de travailler par petits groupes, de pouvoir vraiment comprendre comment ça se passe pour chacun, on a le temps de les écouter et puis de voir comment ils font. L'enseignante de soutien, elle disait aussi, moi des fois je fais un peu d'appui par là, un peu d'appui par là, un peu d'appui par là, puis finalement je vois pas vraiment de progrès chez les élèves, tandis que d'avoir quelque chose qui est structuré, qui est pensé, qui est progressif, on voit les résultats. Et on voulait vous faire écouter aussi quelques retours d'élèves, donc on leur a demandé qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez appris à la fin. Il y avait des cartes 2, 3, 4, oui. Et puis la maîtresse, elle nous disait un calcul, et nous, pour monter les escaliers, si... Ah ouais, on plus, bah, on montait de 1, et après 1 plus 3, donc on montait de 3. Et puis, est-ce que vous avez appris une stratégie pour calculer? On dit le plus grand dans notre tête et après, on dit les autres sur notre droit. Alors, par exemple, si je te dis 5 plus 3, tu fais comment? On dit le plus grand, dit 5, 6, 7, 8. Et puis, est-ce que vous savez pourquoi vous travaillez en petit groupe? On leur a demandé aussi pour voir s'ils avaient conscience aussi des difficultés, par exemple, qu'ils avaient. Alors. Il y avait des pourquoi est-ce que vous faisiez ces petites activités? Il ne veut pas se lancer, sinon c'est pas grave. Pourquoi est-ce que vous faisiez ces petites activités en maths? Pour apprendre qu'on sera plus grand. Parce qu'on a de la peine. On doit arrêter maintenant le petit groupe ou on va refaire? Je crois que maintenant c'est fini le petit groupe. Vous aimeriez continuer? Ouais, c'était trop cool. C'était trop bien. On continue, même si on a plus de problème. Oui, parce que je vais leur expliquer pourquoi le petit groupe s'arrêtait. Donc, je leur ai dit, mais parce que vous avez super bien réussi. Maintenant, il n'y a plus de difficultés dans les domaines-là. Puis, ils voulaient continuer quand même, même s'ils n'avaient plus de problèmes dedans. Donc, globalement, on va vous présenter qu'est-ce qu'on a mis dans ce programme juste après dans la grande étude. Mais les enfants et puis les enseignants ici étaient assez contents de cette manière de travailler. Et donc ensuite, on a mis en œuvre la grosse étude. Donc dans 24 classes issues de 9 établissements différents, la moitié, en grosso modo la moitié dans le canton de Genève, la moitié dans le canton de Vaud, donc des élèves vraiment de CP, vraiment, en gros entre 6 et 7 ans. Et puis là justement, en gros, alors on avait dit aux écoles, c'était un peu frustrant, mais on avait dit, voilà, si vous êtes intéressé par ce projet, vous allez tomber soit sur le domaine en lecture, enfin soit sur le programme en lecture, soit sur le programme en mathématiques. Donc on a eu le mérite de préparer des programmes dans les deux domaines, mais chaque école, là, dans cette étude-là, ne faisait pas les interventions dans les deux domaines à la fois. Pour des questions, là aussi, on voulait voir vraiment, être le plus fidèle possible par rapport à ce qui était fait dans la littérature en termes d'intervention, d'intensité requise. Et puis, du coup, alors, juste petite anecdote, on avait, donc c'était bien clair au début que, de toute façon, après, ils allaient recevoir les ressources dans tous les domaines, dans les deux domaines, si les ressources permettaient, si elles étaient validées scientifiquement. Et puis, on a eu absolument toutes les classes qui sont tombées sur les mathématiques, qui ont été déçues d'être tombées sur les mathématiques. Je pense qu'au CP, il y a ce souci primordial de la lecture, quand même, qui prend beaucoup de place. Et puis, alors après, vous verrez qu'elles étaient contentes quand même, en gros, du programme, et puis que ça a porté ses fruits. Et maintenant, on a des écoles qui nous contactent, qui ont fait l'intervention en lecture, qui aimeraient faire maintenant celle en mathématiques. Donc, je pense que ça va faire son chemin, mais on s'était dit, c'est quand même pas anodin que les écoles s'étaient en fait presque toutes inscrites en espérant tomber sur un programme de soutien en lecture. Bref. Et
Et là, cette fois-ci, on a pris les élèves qui avaient des scores qui se situaient en gros à 0,75, écart type en dessous de la moyenne. Donc en gros, le 20% des élèves, à peu près comme le préconise ce modèle de réponse à l'intervention pour ce palier 2. Puis vous voyez, ça faisait en gros, on avait donc le groupe expérimental et le groupe contrôle pour le groupe langage écrit, pour le groupe mathématique. Donc en maths, on avait 43 élèves en difficulté, donc 20% en gros des élèves les plus faibles dans le groupe XP, puis 39 dans le groupe contrôle, donc un échantillon correct. Et puis les interventions, elles ont commencé en janvier. Là, on a demandé vraiment, on a exigé cette fois-ci que les écoles mettent en place 3 à 4 séances de 20 minutes en moyenne pendant 14 semaines. Là, on était vraiment à quelque chose de plus proche de ce qui est fait dans les interventions de ce type-là, dans la littérature scientifique. Et puis, juste aussi, on avait demandé quand même aux enseignants de confirmer si c'est... Donc là, les tests n'étaient pas passés par les enseignants, mais par des expérimentateurs, par des étudiants et des logopédistes dans le canton de Vaud. Et puis, du coup, après, de nouveau, on leur transmettait les scores des élèves qui ressortaient comme étant à risque. Et puis, on demandait aux enseignants de confirmer si ça correspondait à ce qu'ils observaient dans la classe. Dans l'immense majorité des cas, c'était le cas, mais ça a eu arrivé une fois une enseignante qui nous disait « Ah non, mais elle n'est pas en difficulté, mais elle est hyper timide », des choses comme ça. Donc, voilà. Au final, on a laissé le choix aux enseignants, mais vraiment, je pense 98%, ça correspondait à ce qu'on avait identifié. Et puis, alors cette fois-ci, on a eu notre deuxième version du test qu'on avait améliorée suite à l'étude pilote. Et puis, cette fois-ci, le programme complet de 56 leçons, donc pour 4 séances de 20 minutes par semaine pendant 14 semaines. Vous savez faire ce calcul, n'est-ce pas? Et puis, on avait demandé à Emmanuel Sander de bien vouloir nous recevoir au début de la conception de ce programme pour présenter un petit peu comment on voyait les choses au niveau de la progression, surtout des apprentissages, puis des ingrédients d'efficacité. On voulait faire un programme mathématique qui touchait quand même un ensemble relativement large d'apprentissage, pas faire quelque chose non plus de trop ciblé, de trop micro. Donc, on était quand même alors sur le domaine du nombre et des opérations, mais aussi de l'espace, justement grâce aux compétences dans le domaine de Noémie et de par le fait que c'est prédictif des compétences mathématiques. Et du coup, en gros, ce qu'on a inséré un petit peu, on s'est basé sur la riche littérature dont on dispose actuellement en matière de pratiques efficaces. On a plein de méta-analyses, plein d'études expérimentales à cas unique, plein de synthèses systématiques et tout ça, dont certaines synthèses de gens qui sont là aujourd'hui. Et puis, en gros, c'est vraiment, on est parti sur cette histoire de leçon clé en main. Alors, un peu, comme disait Noémie, avec ces questions de est-ce que ça plairait chez nous ou pas, mais avec ce côté, d'une part, ça permet de comparer vraiment les différentes classes du groupe expérimental, puis d'autre part, ça permet à des gens qui ne sont pas très spécialisés d'assurer en tout cas un soutien qui a de bonnes probabilités de porter ses fruits si on le réimplémente de la même manière ensuite. Et puis en gros, de nouveau, on s'est focalisé sur des compétences particulièrement importantes, vraiment dans le domaine du nombre et des opérations. Je vous les ai mis là, mais peut-être je ne les cible pas toutes pour qu'on puisse vous montrer quelques vidéos. Puis en gros, on s'est inspiré de ce qui est recommandé pour les élèves en difficulté, approche explicite avec nouveau le modelage pratique guidé, pratique autonome, feedback systématique, progression du simple au complexe et des révisions fréquentes et cumulatives. Régulièrement, on revient sur des apprentissages précédents. Et puis, cette progression aussi du concret vers le représentationnel, vers l'abstrait, qu'on a vraiment conjugué avec la progression du simple au complexe. Et puis, cette recommandation d'inciter les élèves à verbaliser leur stratégie, ne serait-ce que pour pouvoir faire des feedbacks face à celle-ci, favoriser la clarté cognitive. Au début de séance, on explique ce qu'on va faire régulièrement, on met en évidence des stratégies. À la fin des séances, on met en évidence ce qu'il s'agissait d'apprendre, etc. Et puis aussi quelques activités numériques au sens ordinateur du terme, que Noémie a créé avec son papa. Et puis... donc ça donne en gros, là, je vous montre surtout l'exemple en arithmétique de comment en fait, donc ça c'est les premières, là c'est les, donc tout, en fait si vous voulez pour chacun de ces domaines là qu'on a visé, comptage, dénombrement, estimation, association, numération, etc. Au sein de chacun de ces domaines d'apprentissage, on a justement orchestré la progression du simple au complexe, du concret vers l'abstrait, etc. Et je vous montre ce que ça donne avec l'arithmétique. On commence avec du matériel concret, des jetons, des activités classiques qu'il y a dans les moyens d'enseignement roman d'ailleurs en Suisse romande, où on met des jetons dans ses mains, on en met 2, on en met 4, et puis combien il y en a au tout. Et puis on commence cette progression aussi par famille de calculs. On commence par les calculs les plus simples, les plus 1, moins 1, plus 2, moins 2, plus 0, moins 0. Et puis là aussi, on commence sur les escaliers, alors concrets en tout cas, physiques. Et puis on fait déjà ces premiers petits calculs, on consolide ces petits calculs à travers les escaliers. Et on vous montre ce que ça donne à travers des petites séquences vidéo. C'est 1, 2, 3, 4. Exact, parfait.
Voilà. Alors maintenant, attention, on va faire des petits calculs. Donc vous êtes sur 4. Et maintenant, vous faites plus 1. Vous allez aller sur quel numéro? Parce que 4, 1, 2, 3, 4. Et après, du coup, après 4, il y a 5. Exact. Est-ce qu'on a besoin de recompter? Vous avez eu besoin de recompter depuis le début ou de retourner en bas? Mais non. Maintenant que vous êtes sur le 5, on va faire plus 2. 7. Vous arrivez à 7. Comment vous trouvez 7 depuis 5? Ouais, Axel? 5, après il y a 6, après 6, il y a 7. Exact. On peut y mettre le 5 dans la tête, 5, et puis 6, 7. Et 7 moins 1, ça fait 6. Ça fait 6. Bravo. Maintenant que vous êtes sur le 6, on va faire moins 2. C'est la même chose. 4. Ça fait 4. Hein? On fait la même chose, 6, 5, 4. Maintenant, un petit piège. On va faire plus 0. Bravo, vous avez bien fait. Hein? 0, ça fait quoi 0 en fait? Ouais. Rien. C'est rien. C'est 1. Voilà. Et puis ensuite, donc on consolide comme ça les choses sur ces petits calculs. Ensuite, on fait résolution de problèmes aussi dès le début, des petits problèmes avec plus 1, moins 1, plus 2, moins 2 pour favoriser le sens de la compréhension des opérations. Et puis ensuite, faire des calculs écrits. Donc après, la façon abstraite avec les nombres écrits en chiffres, les nombres arabes, et puis les symboles arithmétiques plus, moins et égal qu'on explicite et tout ça. Et puis ensuite, seulement des fiches de calcul. Ensuite, on a introduit la boîte à nombres telle que proposée dans les travaux d'Emmanuel Sander qu'on a eu le plaisir de découvrir. Et puis, par rapport peut-être aux commentaires de ce matin sur cette boîte à nombres, nous-mêmes, on s'était demandé est-ce que conceptuellement ça va marcher, donc pour mettre en évidence la relation entre les parties et le tout. Et puis vraiment, on a eu des retours vraiment positifs de la part des enseignants. Alors vraiment, c'était une modélisation parmi d'autres, mais qu'on a pris le soin d'introduire. Je pense comme dans les travaux d'Emmanuel Sander aussi, on a commencé par faire utiliser cette boîte à nombres sur la décomposition de nombres. On décomposait 5, puis d'abord avec des jetons, puis après on le faisait avec la boîte à nombres. 5 c'était 2 et 3, 4 et 1 et tout ça. Puis après on réutilisait cette boîte à nombres sur les calculs. Maintenant on va faire des petits calculs, par exemple 5 plus 2, 5 c'est une partie, 2 c'est une partie, 7 c'est le total. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été jeté comme ça du jour au lendemain. Et puis du coup après on l'a introduite dans les calculs vraiment pour mettre en évidence les parties, le tout, qu'est-ce qu'on cherche et tout ça, avec des points d'interrogation sur cette boîte plastifiée. Et puis après, vraiment après des calculs plus un peu drill comme ça avec des étiquettes pour aussi en expliquer aux enfants, c'est important de s'entraîner à calculer assez rapidement et tout ça. Ensuite, une autre famille de calculs, les doubles, qui sont aussi assez faciles. Pareil, d'abord les aspects un peu plus visuels, concrets, puis après les aspects plus drill. Et puis ensuite, le surcomptage avec cette activité qui a été inspirée des travaux de Fuchs et Fuchs, qui sont les papas et mamans du modèle de réponse à l'intervention aux États-Unis, avec cette activité qu'ils appellent soit je sais, soit je compte. Et c'est aussi en gros, si je le sais par cœur, je le mets sur le cœur. Si je le sais pas, je le compte avec les doigts ou dans ma tête ou comme je veux. Et ça donne ceci. Donc, par exemple, si je vous dis 8 plus 1, vous le mettez dans lequel, vous? Toi, tu le mets où, 8 plus 1? Tu sais par cœur, ça fait... Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de compter, de dire 8, 9 pour celui-là? Moi, je pense quand même que oui. Toi, tu aurais compté 8, 9. Alors, si c'est ça, tu l'aurais mis là, et puis toi, tu l'aurais mis dans le cœur, parce que tu le sais. Toi aussi dans le cœur. Je vous en fais un autre, 3 plus 3. Vous le mettez où? 6. Toi, voilà. Moi, je le mets aussi dans vous le savez, et toi, tu le sais aussi par cœur, donc vous mettez dans le parc. 6 plus 5. Comment on fait ça? Comment tu fais? Ça fait 11. Et comment tu as fait? Ouais, 11. J'ai compté. Ouais. J'ai fait à peu près... Je sais que 5 plus 5, ça fait 10. Alors 5 plus 6, ça pourrait faire 11. Moi, au début, j'ai hésité à dire 9, mais après, je me suis dit 9 sans calculer, mais après, j'ai dit... Bon, je dis 11. T'as pas essayé, c'était trop grand. Alors, regardez voir comment on fait pour faire ça. On met le 6 dans la tête, 6, et on met l'autre sur les doigts, pour être sûr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En fait, j'ai failli compter, mais je me suis dit, ça devrait faire 9, puisqu'il y en a un de moins que 5 plus 5. Très bien. Et si jamais tu savais plus, tu peux faire comment si tu veux compter? J'aurais pu faire le plus haut dans ma tête et puis après... Alors, je viens regarder.
voyez un peu l'idée. Donc vraiment cette réflexion sur les stratégies, plus ces stratégies aussi métacognitives, pas forcément donner la réponse, mais réfléchir à comment je peux faire et comment je fais moi. Il y a plusieurs façons de résoudre des calculs, mais comment je fais moi pour que ça marche. Ensuite des fiches de calcul, ensuite autre famille de calcul, les compléments à 10 avec des cordes de comptage, et ensuite des fiches de calcul, et ensuite la mémorisation. On va quand même, on explique aux enfants que c'est quand même justement important de connaître autant de calculs que possible par cœur, parce que ça demande moins d'énergie, etc. Puis là aussi on a repris une activité dans ces programmes aussi de Fuchs et Fuchs pour le même âge aux États-Unis, où l'enfant voit un calcul à l'ordinateur, il doit le mémoriser, puis après il ne doit pas écrire juste la réponse, mais il doit réécrire le calcul et la réponse pour favoriser la mémorisation à long terme de l'association entre le calcul et la réponse. Et puis régulièrement dans le programme Clé en main, on met en évidence des stratégies qu'il s'agit de mettre en évidence aux yeux ou aux oreilles des élèves. Quand on met ensemble deux quantités, ça fait toujours une plus grande quantité, mais c'est probablement des choses intuitives pour certains, mais pas toujours tant que ça pour des élèves avec des difficultés plus importantes. On peut trouver la réponse en comptant sur les deux quantités sur ses doigts, on peut aussi compter dans sa tête, etc. Enfin, régulièrement, on verbalise des stratégies. Je passe un peu pour qu'on puisse parler de la validité sociale, mais on a fait la même progression aussi pour la résolution de problèmes, avec d'abord les problèmes les plus simples, les plus intuitifs, puis ensuite recherche des parties, ensuite recherche de la quantité initiale, des choses comme ça. Vraiment une progression dans la difficulté des types de problèmes et dans le matériel à disposition, d'abord du matériel très concret, des petits animaux en bois, puis après justement des jetons, après des calculs, la boîte à nombres entre deux, et puis après des problèmes à 3 parties aussi pour pas qu'ils cristallisent la croyance que les problèmes ont toujours 2 parties. Enfin voilà, toute une progression de cette sorte-là. Et puis, rapidement, les progrès... Ah non, je vous montre quand même ceci. Ça aussi, non, moi, j'ai transmis le support de présentation, puis on a mis le lien dedans. Mais donc, le papa de Noémie, qui est programmateur informatique, il a fait ça avec ses apprentis. Ils ont développé vraiment des activités gratuites. Il y a la ligne numérique, justement, la mémoire des opérations, les réglettes un peu type Cuisner, du dénombrement. Quand on touche les points, ils s'estompent, des choses comme ça. Et puis, justement, toutes les activités visio-spatiales. Et puis, ça, c'était aussi quelque chose sur lequel on a eu des retours positifs. Et donc, les résultats ont été de nouveau statistiquement significatifs, heureusement, parce que sinon, on fait tout ça pour pas grand-chose quand même. Donc, de nouveau, le groupe expérimental a progressé plus que le groupe contrôle de manière statistiquement significative, avec une taille d'effet moyenne, n à carré partiel de 0,7. Et puis, ce qui est intéressant aussi, les enfants, les roses, là, du groupe expérimental, ça, en bleu, c'est les 275 élèves qui n'avaient pas de difficultés en mathématiques. Et on voit qu'ils ne rattrapent pas complètement le wagon, mais on peut supposer qu'en continuant encore un petit peu, ils finissent par rattraper carrément la moyenne du groupe sans difficulté cette fois-ci. Et au niveau de ce que les enseignants en ont pensé... Donc on s'est appuyé aussi sur la littérature pour mesurer la validité sociale avec plusieurs modèles qui ont été proposés sur qu'est-ce qu'on doit mesurer. Et puis Nelson, ils ont fait des revues systématiques et méta-analyses, et ils ont dit qu'il n'y en a que 8% qui rapportent des données sur la validité sociale. Donc, et pourtant, c'est très important si on veut que les enseignants après utilisent ce qu'on propose, qu'ils soient en accord et que ça leur corresponde. Donc cette fois, on a fait par questionnaire. Donc ça, c'est les questions, vous voyez, qu'on leur a posées. C'était sur une moyenne de 6. Donc 1, c'était pas du tout d'accord. 0, pas du tout d'accord, pas d'accord, plutôt pas d'accord, plutôt d'accord, d'accord, tout à fait d'accord. Et puis on voit qu'en moyenne, les enseignants sont d'accord, à tout à fait d'accord aux différents items. Donc par exemple, c'est approprié pour les élèves, le temps de préparation était raisonnable, la description était claire, j'ai apprécié avoir un protocole clé en main. Vous voyez que c'est assez haut, 5,25 sur 6 ici. Donc le fait d'avoir tout ça décrit, c'était plutôt bien accepté ici. Pour l'utilité, voilà ce que les supports, donc on voit que c'est aussi des choses où ils étaient plutôt contents. Les activités étaient plaisantes pour les élèves, vous voyez ça c'est assez haut, 5 moyenne. Donc les élèves étaient vraiment motivés à participer. Aussi parce qu'il y avait certaines activités sur l'iPad qu'ils avaient bien compris. Là aussi motivés, vous voyez c'est très haut. Et puis, on a aussi demandé s'ils avaient vu des progrès dans d'autres compétences, par exemple transversales. Bien sûr qu'on ne l'a pas mesuré, nous, on n'a pas développé pour ça, mais on avait envie de voir ça et on voit que plusieurs ont vu aussi ça. Ils disaient qu'ils prenaient leur rôle d'élève plus sérieusement. Un changement dans leur estime d'eux-mêmes, ils ont pris confiance, ils se sentent capables, motivés. Donc, c'est aussi des choses qui sont encourageantes de se dire on ne travaille pas que les maths dans ce programme, mais on travaille aussi l'attitude finalement de l'élève à entrer dans la tâche. Et puis, on a demandé aussi l'acceptabilité.
Donc, est-ce qu'ils étaient d'accord finalement avec ce concept d'intervenir par petits groupes, des interventions probantes? Est-ce qu'ils pensaient que c'était utile de réduire ces écarts? Est-ce qu'ils recommanderaient à des collègues? Donc, de manière générale, ils étaient satisfaits d'avoir participé au projet et recommanderaient ce programme à d'autres enseignants. Et donc, juste, j'ai oublié de dire qu'on a une base de données qui est assez récente, donc on n'a pas encore fait toutes les analyses qu'on aimerait faire. On va voir s'il y a eu des différences de genre, notamment. On va voir aussi s'il y a eu, si ceux qui ont progressé de manière significative en mathématiques ont maintenu ou au moins ne pas régressé leur performance en lecture, par exemple. Mais ça, on n'a pas encore, on doit encore faire des accords interjuges sur des tâches en lecture. Et puis, donc en gros, voilà, ça semble valoir la peine d'être tenté, en tout cas, d'en savoir plus. Les enseignants plutôt satisfaits, des résultats statistiquement significatifs. Notre idée, c'est de mettre à la disposition des écoles qui souhaiteraient y avoir recours les ressources. Donc, on mettra ça sur une page dédiée au projet dans notre institution. Et puis, voilà, a priori, ça semble être un peu dubitatif quand même avec ce côté justement tout écrit, clé en main, comme ça. C'est un peu presque infantilisant comme ça, mais ça semble valoir la peine. En tout cas, vraiment, les enseignants ont apprécié. Je pense que c'est une bonne base. Après, ça n'empêche pas les enseignants d'adapter plus finement par rapport aux difficultés des élèves. Et je voulais juste terminer en vous annonçant aussi qu'on est plusieurs chercheurs en Europe maintenant à s'intéresser à ce programme. Puis on a eu la chance d'obtenir un financement pour un programme, par le programme Horizon Europe. Et on va dans 6 pays européens, dont nous, mais avec la France. Il y a une équipe de Lorraine qui est là-dessus, en Italie, en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique. On va implémenter ce modèle chez les GSM, cette fois-ci, puis vraiment dans les 3 domaines, littératie, numératie, et puis domaine socio-émotionnel et comportemental. Et puis avec Occitadis et Marie Natual et notre collègue Christophe Dirondon, qui est le coordinateur du projet Horizon Europe, on organise les 3 et 4 février prochains 2 journées d'études sur des équipes d'Europe francophone qui s'intéressent à ce modèle de réponse à l'intervention, puis qui travaillent dessus ou qui projettent de travailler dessus en lecture, en maths, dans le domaine du comportement et en langage oral. Et puis, voilà, si jamais c'est accessible à ceux qui s'intéressent aussi à ce modèle. Quelques références, et puis on écoute volontiers vos questions. Merci beaucoup pour ce témoignage. On se rend compte du travail que c'est parce que c'est vrai qu'on a une expérimentation réponse à l'intervention dans la région et c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Voilà. Merci. Des questions ? Donc Marie Natual, merci beaucoup pour la présentation impressionnante. J'ai une question sur, en fait, j'en ai 2. Une, est-ce que les élèves doivent passer par le palier 2 avant d'aller au palier 3 ? Est-ce qu'on prend des élèves en palier 2 qui sont déjà pris en palier 3 ? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez des éléments sur l'impact que ça a sur le développement professionnel des enseignants, notamment sur le palier 1 ? Et est-ce que vous avez vu ce qu'ils ont fait déjà au palier 1 et qu'est-ce qu'ils témoignent de leur développement professionnel ? Merci pour ces bonnes questions. Alors, la littérature dit pour ce palier 3, en gros, ça a fait couler beaucoup d'encre, cette histoire, parce que j'ai pas eu le temps de tout développer, mais en gros, ce modèle, il s'est opposé au modèle qu'on appelait à l'époque « waiting to fail », attendre de l'échec avant d'agir. Et puis, il disait justement, il faut intervenir plus tôt, etc. Mais en disant, il faut d'abord faire du palier 2 avant de faire du palier 3, selon le temps que ça prend pour se mettre en place, on retombe dans du « waiting to fail ». Et du coup, là, il y a vraiment, en tout cas, alors après, comment c'est appliqué dans les pays, ça, je peux pas te dire, mais ce qui est reconnu scientifiquement, c'est que certains enfants, on passe directement au palier 3. Et puis, souvent, même dans des études, ils disent, en gros, ils prennent pour le palier 2 les enfants qui ont des performances entre le percentile 30 et 5, puis ceux qui sont en dessous du percentile 5, ils vont directement au palier 3. Donc ça, en tout cas, c'est quelque chose qui est revenu. Après, le palier 2, il n'est pas très long non plus. Donc en tout cas, chez nous, si le palier 2 était vraiment mis en place si vite, nous, on a des listes d'attente comme chez vous de 1 an et demi à 2 ans pour des bilans et des traitements logopédiques, orthophoniques. Donc de toute façon, on serait dans quelque chose de plus rapide avec ce modèle-là que ce qu'on a actuellement. Mais donc, en tout cas, il y a quand même cette idée que non, il n'y a pas besoin d'attendre du palier 3. Puis là, on est bien dans les troubles d'apprentissage, essentiellement, qui sont très dépendants de la qualité de l'enseignement.
Par exemple, un enfant qui a une surdité, on ne va pas le faire attendre patiemment 16 semaines de palier 2 avant de donner un traitement plus adapté, quoi. Et puis, par rapport à la formation et développement professionnel des enseignants, alors nous, on n'a pas... Alors nous, justement, c'est peut-être un peu la faiblesse, c'est d'avoir pas commencé par le palier 1, mais en gros, il y a plusieurs écoles où ils ont eu le choix de faire le palier 2, les enseignants titulaires ou les enseignants de soutien. Et puis, dans plusieurs écoles, les enseignants titulaires ont voulu faire, eux, le soutien pédagogique. Et pendant ce temps-là, l'enseignant de soutien prenait en charge le reste de leur classe. Et ceux-là, en gros, alors c'était pas facile, hein, puis ils n'ont pas tous, il y en a qui ont dit que c'était plus facile autrement, mais bref, plusieurs ont dit, ça nous permettra l'année prochaine de réinjecter des pistes de différenciation comme ça dès le palier 1. Mais après, donc ça c'est dans notre étude, mais dans la littérature internationale, il y a beaucoup, maintenant il y a des méta-analyses sur les pratiques au palier 1. Il y a même, vous savez, c'est rigolo, maintenant dans les études sur la lecture où il y a bientôt 15 ans, 20 ans de recul, maintenant dans les groupes expérimentaux, ils ont des tailles d'effet moins fortes parce que le niveau des groupes contrôle a augmenté. Et c'est une explication des tailles d'effet plus réduites ces dernières années, des RCT. Donc oui, en tout cas, de toute évidence, il y a aussi quand même des études où on les interroge, puis ils disent mettre en place plus de différenciation dans leur classe, plus de collaboration interprofessionnelle et avoir développé une plus grande sensibilité aux élèves en difficulté. Et puis on avait juste fait passer aussi, mais on n'avait pas assez d'enseignants pour que ça soit des résultats significatifs, quand même le questionnaire d'efficacité personnelle avant l'étude et puis après. Et puis en tout cas sur l'item, je sais décomposer une compétence en ses sous-objectifs, il y avait une nette progression. Donc le fait d'avoir passé par toutes les étapes du palier, c'était plus facile pour eux après de décomposer. Et puis il y avait plusieurs choses aussi, j'intègre tous les élèves, c'était beaucoup mieux après. Donc, c'était pas significatif, on l'a pas présenté là parce qu'on n'avait pas un assez grand échantillon, mais c'est intéressant, les moyennes ont augmenté, ils avaient l'impression d'être plus satisfaits de leur enseignement en ayant eu des pistes là-dessus. D'autres questions? Oui, j'ai le micro. Du coup, ouais, je suis là. J'aurais dû deviner. C'est super. En fait, c'est presque un peu la même question que j'ai fait à Cléa et qu'on peut nous faire aussi. C'est que du coup, on met plein de choses dans une intervention. Du coup, Cléa a plein de jeux, nous on a plein de trucs sur la tablette, vous avez plein d'activités, etc. Et au final, ce qu'on regarde, c'est vachement grossier. Ouais. Pas vous, pas juste vous, mais nous aussi. Et du coup, on ne sait pas trop exactement par quel mécanisme ça passe, quelles sont les activités qui... Du coup, tu vois ma question. J'adore y répondre. Est-ce qu'il y a un moyen d'aller un peu au-delà de ça? Est-ce que vous avez des idées pour le faire? Ou est-ce que alors non, c'est une bonne remarque. Puis évidemment, je n'ai pas eu le temps de passer en revue toutes les limites méthodologiques, même des très bonnes RCT. On ne sait pas toujours très bien ce qui se passe dans le groupe contrôle. On sait pas. Alors on a un petit peu de mesures de fidélité d'implémentation, mais surtout en termes de dosage, pas vraiment en termes de contenu. Donc bien sûr, c'est extrêmement compliqué méthodologiquement. Et bien sûr, mais ce qui est intéressant, moi je suis aussi issue de la psychologie cognitive à la base, avec des plans XP très propres et très précis et très one-shot, comme on dit comme ça. Et puis, en sciences de l'éducation, en fait, les evidence-based practice, ils s'intéressent plutôt, la condition requise, c'est plutôt le business as usual, parce que justement, ce qu'on veut savoir, c'est plutôt si ça fonctionne par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Donc, c'est vrai qu'idéalement, il faut documenter ce business as usual, mais voilà, c'est des fonds conséquents qu'il faut pour le faire. Et puis, ils s'intéressent justement, même en fait, dans les revues, dans les méta-analyses sur l'efficacité des pratiques pédagogiques, les toutes bonnes, notamment Robert Slavin, qui travaillait beaucoup qui faisait beaucoup ce genre de travaux vraiment sur les pratiques efficaces en enseignement dans un contexte scolaire. En fait, les interventions sont exclues de ces méta-analyses si elles ont été menées par des personnes autres que les enseignants eux-mêmes. Donc, si c'est des doctorants, des chercheurs, machin, c'est loin du bal, c'est pas écologique. Et puis, si c'est des trucs qu'ils appellent justement one-shot, trop ciblés, trop précis, c'est pas intéressant parce que l'école a la mission de développer des compétences relativement larges et puis qu'on s'intéresse à des programmes par définition comme ça qui permettent de développer un ensemble de compétences. Donc oui, on n'arrive pas à distinguer qu'est-ce qui a exactement fonctionné sur exactement quoi, ça c'est sûr, mais on peut montrer si un programme tel qu'il est préconisé dans une école qui a la mission de faire ça fonctionne mieux par rapport à ce que les enseignants font d'habitude. Merci. Merci. On va passer à la prochaine intervention. Merci beaucoup.